va bientôt, dans quelques minutes, en fait, déposer et débattre ensemble d'une motion en Chambre qui vise à remettre à l'avant-plan un dossier extrêmement important pour le Québec, qui est l'avenir du Québec, qui est peut-être passé inaperçu récemment à cause de circonstances diverses dans les médias et dans l'actualité. Mais c'est le dossier de l'accord de libre-échange, en fait, qui s'appelle l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Europe. Et l'Union européenne, oui. Et cet accord-là va lier le Québec à la contrepartie dans le contrat, bien que le Québec n'ait pas un mot à dire dans la négociation. Et ce qu'on demande, en fait, c'est d'avoir le contenu de cet accord-là pour que la population du Québec et les parlementaires que nous sommes puissent au moins intervenir, s'il y a lieu, à la défense des intérêts supérieurs du Québec. Donc, cet accord-là pourrait avoir des conséquences assez majeures sur le plan du mouvement des capitaux, de l'environnement, de la protection de la culture, de notre langue. Et on est gardé dans l'obscurité la plus totale pour l'instant, puisqu'on n'a pas accès aux documents et que les négociations entre le Canada et l'Union européenne se font derrière des portes closes. Donc, non seulement ça remet en évidence le fait que si le Québec négociait lui-même ses traités, comme tous les pays souverains du monde, il pourrait voir à ses intérêts, mais en plus, on nous garde dans l'obscurité quant à un traité qui va nous lier par la suite. Donc, je vais laisser mes collègues dire chacun leur mot là-dessus, puis ensuite, on répondra aux questions. Merci. Bonjour. Les principes d'un accord commercial comme celui-là, on les connaît bien quand on vient du monde de la culture parce que c'est exactement un décalque de ce qui s'est passé dans le cas de l'accord multilatéral sur les investissements qui s'appelait l'AMI, qui est un accord aussi de libéralisation du commerce. Donc, c'est à ce titre-là qu'on a des inquiétudes. Puis, comme on ne sait pas quel sera le contenu de l'entente, on a des inquiétudes. Ça pourrait menacer les politiques culturelles directement du Québec. Ça pourrait menacer, il semble bien que ce soit un enjeu, toutes les politiques qui touchent à l'eau, à l'exploitation et l'utilisation de l'eau. Ça va toucher nécessairement à tout ce qui est l'utilisation et l'exploitation des ressources naturelles, parce qu'on sait que les principes qui sont dans la libéralisation des investissements peuvent toucher tous les domaines. Donc, en ce sens-là, on est inquiet. En principe, ce serait le genre d'accord qui va directement à l'opposé de ce que le Québec et le Canada ont défendu dans le cadre d'une convention sur la diversité culturelle, puisque ça pourrait vouloir menacer, je dis bien ça pourrait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça pourrait pouvoir menacer tout notre système de soutien aux politiques culturelles. Alors, on ferait actuellement ce qu'on a réussi, la victoire qu'on a réussi à avoir à ce niveau-là pourrait être une défaite majeure si tous les principes qui sont dans l'entente étaient appliqués. Voilà. Puis c'est la même chose dans des domaines nouveaux comme les marchés publics, l'eau et les ressources naturelles. Alors, bonjour. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que on a des représentants des provinces qui sont à la table de négociation. Pour le Québec, c'est Pierre-Marc Johnson, qui est allé présenter un petit peu devant les chambres de commerce la semaine dernière. Il leur a indiqué, en tout cas, que les négociations allaient bon train, que ça devrait se conclure avant la fin de l'année. La raison pour laquelle les provinces sont à la table dans cet accord Canada-Union européenne, c'est que c'est l'Union européenne qui l'a demandé, parce qu'ils ont un intérêt, un très fort intérêt pour les marchés publics, les contrats venant du gouvernement, venant d'Hydro-Québec pour ce qui nous concerne. L'IREC, l'Institut de recherche en économie contemporaine, a publié 2 études que je vous invite à consulter, où ils font état de grandes inquiétudes, de très grandes inquiétudes. On ne connaît pas, comme l'ont dit mes collègues, le contenu de l'accord. Dans le cas des investissements, il semble qu'il n'y ait rien d'écrit sur la procédure de règlement des différends. Et je peux vous dire qu'il y a eu des cas assez graves où les tribunaux d'arbitrage ont accordé des compensations très importantes à des entreprises parce qu'il semblait que la compétition n'était pas, comment dire, la non-discrimination n'était pas respectée. Alors, c'est inquiétant pour le Québec et je pense que les parlementaires doivent connaître le contenu de cette entente-là avant qu'elle soit finalisée et la population devra en être informée. C'est une question de démocratie, je crois. Moi, très brièvement, ce que je voudrais dire, c'est que cet accord-là, si c'est du même acabit que les accords que les grandes entreprises poussent depuis une vingtaine d'années. On a eu l'ALENA
Il y avait l'ASLEA qui, heureusement, a été rejeté par la population du Québec. Mais à chaque fois, ceux qui sont le lobby des patrons, Pierre-Marc Johnson fait partie de ceux-là. Ceux qu'ils cherchent à obtenir, c'est des accords qui donnent plein pouvoir aux entreprises. Alors, à l'heure où le Québec, où les agriculteurs viennent en commission parlementaire nous dire qu'on a besoin de politiques gouvernementaux qui encouragent l'achat local, qui encouragent une économie de proximité, cet accord-là pourrait nous empêcher complètement de réaliser ces projets-là pour soutenir notre agriculture de terroir, pour soutenir nos produits locaux, pour soutenir les familles d'agriculteurs qui demandent notre aide. Merci beaucoup. Qu'avez-vous pensé des propos de Pierre-Marc Johnson qui a dit qu'il y aura sans doute quelques crusettes politiques? Bien, on pense que c'est très méprisant de considérer que la connaissance de cet accord-là et de ce qui va être débattu sera comme ça, peut être qualifié de crisette. C'est important. Les principes qui sont dans cette entente-là sont majeurs. Ça s'appelle le traitement national, la nation la plus favorisée, l'interdiction de prescription de résultats. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si on interdit qu'il y ait prescription de résultats, ça veut dire que n'importe quelle compagnie qui vient investir au Québec, on ne peut pas lui demander, par exemple, d'engager des gens qui sont des Québécois. On ne peut pas exiger de cette compagnie-là des engagements liés à son investissement. C'est majeur comme décision. Ça va, par exemple, tout à fait à l'encontre de la publicité sur le plan Nord qui est faite actuellement, où on nous dit ça va se faire avec des travailleurs, ça va créer des emplois ici. Bien, s'il y avait interdiction de la prescription de résultats, on ne pourrait techniquement pas imposer cette directive-là en échange d'un investissement. J'ajouterais peut-être que je rappellerai à M. Johnson que l'accord de libre-échange nord-américain a eu un impact significatif sur la société québécoise. En fait, ça a changé pas mal de choses. Et cet accord-là européen, certains prétendent qu'il irait encore plus loin que l'ALENA dans certaines clauses. On voudrait bien le savoir, mais on n'a pas les documents. C'est très urgent qu'on les ait. Et M. Johnson a aussi ajouté qu'on rêvait en couleur ou quelque chose comme ça si on pensait qu'un État pouvait contrôler ses ressources naturelles. Moi, je m'inscris totalement en faux. Quand quelqu'un dit ça, ça me fait un peu sursauter. L'État devrait être en charge du développement de ses ressources naturelles au bénéfice de sa collectivité. Et les intérêts privés vont dans le sens du profit des intérêts privés, c'est tout. Donc, il faut que l'État prenne ça en charge. En même temps, si ça avait pour effet, cet accord-là, d'ouvrir à la concurrence internationale certains contrats d'Hydro-Québec, par exemple. Dans l'actualité, récemment, on a vu M. Duchesneau qui dit qu'il faut aller enquêter sur Hydro-Québec. Il y a des contrats qui se donnent. Il y a une espèce de soupçon de collusion. Alors, moi, je sais qu'il y a des Européens qui disent, bien, ouvrez vos marchés publics, puis vous allez peut-être avoir plus de concurrence entre vos firmes et entre vos firmes et des firmes internationales, donc peut-être moins de collusion entre les firmes de génie conseil. Monsieur Robitaille, c'est les mêmes responsables gouvernementaux qui ont permis cette collusion de s'installer comme système qui aujourd'hui nous vendent ce contrat-là. Donc leur souci, c'est pas d'offrir les meilleures opportunités pour les contribuables du Québec. Ils sont actuellement, leurs politiques sont orientées par des lobbies très puissants. On le voit dans le domaine de l'ingénierie, on le voit dans le domaine des pharmaceutiques, on le voit dans le domaine de l'informatique, de l'informatisation du système de santé québécois, par exemple. Il faut cesser de tomber dans ce piège-là. À chaque fois que Hydro-Québec en aura besoin pour diminuer ses coûts, qu'on ouvre à des contrats internationaux, il n'y a rien qui nous empêche actuellement de le faire. Ça peut être une directive, une politique gouvernementale, justement, pour assainir le milieu pour le temps qu'il faut. Mais on n'est pas obligé de s'attacher les mains dans des contrats internationaux où des compagnies pourraient nous poursuivre pour imposer, par exemple, des normes environnementaux qui les empêchent de faire les profits sur lesquels ils laissent compter. Comme c'est déjà intervenu entre des compagnies américaines et le Canada. La réalité est que ces accords-là lient les mains des gouvernements et des parlements pour imposer leurs règles. Moi, je dis, si c'est la concurrence qui nous préoccupe, qu'on veut avoir les meilleurs prix pour les contribuables québécois, Hydro-Québec pourra, à chaque fois qu'il le juge opportun, ouvrir ses appels d'offres. Je pense qu'il est important de rappeler aussi que le Québec a tout avantage à ce que les échanges internationaux soient fluides et facilités, sauf que dans certains secteurs, si l'intérêt supérieur de la population demande que le gouvernement ait un certain contrôle sur ce qui se passe, il faut s'assurer que cet accord-là ne vient pas tout bousiller ça, parce que l'ultime responsable du bien-être de la collectivité au Québec, c'est le gouvernement, ce n'est pas les compagnies privées qui souhaitent X ou Y dans un traité international.
Monsieur Moala. La 9e ronde va reprendre dans quelques jours et M. Johnson semblait indiquer que ça pouvait être la dernière et qu'avant Noël, ce serait signé, alors que les parlementaires n'ont pas encore pris connaissance du contenu de ces discussions-là. C'est insensé, en fait. Monsieur Moala. Sur la question de la culture, peut-être pour M. Courzy, le premier ministre, il y a 1 an, il était en France. Oui. Il sortait de l'Élysée, puis il a dit que le Québec avait insisté pour cet accord en particulier pour qu'il y ait l'exception culturelle, donc que ce soit exclu. Ça vous tranquillise pas? Vous dites encore dans le communiqué que la culture peut être soumise à ça? On ne le sait pas. Effectivement, il y a eu une déclaration de M. Charest avec M. Sarkozy. Ils sont très conscients que la Convention pour la protection et la promotion de la diversité des activités et des expressions culturelles, ça va à l'encontre de certains des principes qui sont négociés actuellement. Moi, je veux bien les croire, mais actuellement, dans la version qu'on a eue du texte qui se négocie, ça date d'octobre de 2010, il n'y avait rien de nommément écrit. Alors, je veux bien les croire, mais on ne le saura pas avant que l'entente soit signée. Et c'est ça qui n'a pas de bon sens. Alors, tout le monde est bien prêt à faire confiance. Moi, je m'oppose pas à des ententes de libéralisation du commerce. On dit juste, il faut que ça soit balisé de telle sorte qu'on perde pas notre souveraineté sur notre développement, sur nos ressources, sur l'eau, et qu'on puisse engager des gens qui sont... Tu sais, il faut que ça soit balisé, ces mesures-là, parce que si elles ne le sont pas, là, ça devient une porte ouverte qui est extrêmement dangereuse pour la capacité d'un État de prendre ses propres décisions. Dans la mesure où l'accord n'est pas encore signé, n'est-il pas normal que ce soit négocié entre les personnes et qu'on arrive après un résultat? Pourquoi demander au préalable une publication quelconque? Parce que les parlementaires vont être responsables de toutes les décisions qui vont découler de ce qui va avoir été négocié. Si on ne veut pas que ça soit public, ça peut se comprendre dans le cadre de négociations, il y a moyen de faire cela d'une façon dans une commission qui serait à huis clos ou partiellement à huis clos, je ne sais pas, mais en fait de telle sorte dans un lieu secret. Non, mais il y aurait moyen de garder la chose privée de telle sorte que ça devienne pas, ça n'affaiblisse pas le pouvoir de négociation. Mais entre nous, là, M. Pierre-Marc Johnson, il n'y a pas un pouvoir de veto sur cette entente-là. Il y a tout au plus un pouvoir d'influence. On pourrait avoir l'information sans nuire à la négociation. Mais vous dites aussi que c'est... Oui, allez-y. Peut-être juste ajouter que les parlementaires ont entendu, il y a 1 an, il y a eu une commission parlementaire, celle des institutions, où ça a été discuté. Mais depuis, rien d'autre. Et c'était un texte, un brouillon d'il y a 1 an. Et là, on arrive à la fin des travaux. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas, encore une fois, commission parlementaire où là, les négociateurs, incluant M. Johnson, répondraient devant les parlementaires du contenu très important pour la population. Oui, parlons de M. Johnson. Moi, je vous dirais 2 secondes, M. Moala, comment on peut intervenir dans un dossier qu'on juge prioritaire ou très important pour le Québec si on ne sait pas qui se trouve dans cette entente-là? Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on en prenne connaissance avant que ce soit conclu. Sinon, les interventions qu'on aurait voulu faire dans des dossiers très importants, il va être trop tard, ça va être signé et ça va lier le Québec, même si le Québec n'a pas négocié quoi que ce soit là-dedans. Est-ce que vous réclamez que les parlementaires aient la possibilité de voter sur ce texte final à la fin pour dire si son... Ce serait l'idéal, c'est même fondamental. C'est fondamental. Est-ce que c'est prévu dans les règles? Je ne sais pas si c'est prévu, si ça se fait habituellement, je ne pense pas. Mais nous le demandons. Nous le demandons. Je pense que ça va être la population veut voir ses élus, ses représentants se prononcer sur des questions aussi fondamentales pour l'avenir. Les parlementaires canadiens se sont plaints aussi en avril dernier. Corrigez-moi, est-ce qu'il y a eu un vote sur l'ALENA, par exemple? Est-ce que les parlementaires ont voté sur l'ALENA? Oui. Ben oui, les libéraux ont voté contre, si vous vous rappelez. Non? Ben, À Ottawa. Il y a eu un vote vous voulez dire ici à Québec? Non, pas à Québec, mais je veux dire, sur ces deals-là, est-ce que, par exemple, l'ALENA, est-ce que les parlementaires québécois n'ont pas voté là-dessus? Non. Alors, sur les ententes comme ça, généralement, les parlementaires de province ne votent pas. Il y a une loi qui existe sur ce type d'entente-là. Ce qu'on lisait ce matin, ça nous a été donné par le Parti libéral. Dans cette loi-là, on peut voter, on peut déposer une motion contre, mais après la signature de l'entente. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait qu'on connaisse
avant que ça soit signé, qu'on connaisse le contenu. La négociation sur la place publique, là. Je veux dire, si Non, on il y aurait ouvre moyen de l'entente, faire puis ça. là, tout un chacun avec son parti ou ses orientations idéologiques arrivent, là, non, Mais non, comme ça- le disait Pierre tout à l'heure, ça pourrait très bien être fait dans un cadre un peu plus réduit, disons. C'est pas obligé d'être publié sur Internet. Mais pour répondre à votre question, actuellement, la situation, c'est que le Canada négocie en notre nom et que ça va être un fait accompli lorsqu'il signe, c'est imposé. Donc, dans ce cas-là, qu'on puisse au moins se faire entendre auprès du Canada s'il y a des dossiers qui sont prioritaires pour nous, à faire protéger les intérêts supérieurs du Québec, au moins, il faut qu'on puisse le faire avant que le Canada signe à notre nom. En ce moment, on peut rien faire. Mais là, la première étape, c'est quoi? Ça serait d'entendre PMJ là, en commission parlementaire, puis après ça... S'il veut venir avec le contenu de l'entente, qu'on puisse la lire aussi et en prendre connaissance, ce serait une étape nécessaire pour qu'on puisse au moins identifier les points dans cet accord-là qui vont contre les intérêts du Québec s'il y en a. Oui. Et s'ils pensent, eux, qu'il n'y en a pas, bien, ils ne devraient avoir aucune crainte de nous confier le contenu de ça avant que ça se signe. Donc, actuellement, ça se fait derrière des portes closes et c'est inadmissible parce que, comme je le disais, les conséquences d'un accord de libre-échange comme celui-là, qui peuvent aller même plus loin que l'ALENA, sont immenses pour le Québec et son développement. Monsieur Ouellet, sans évidemment penser que ça doit se faire sur la place publique, mais il faut que les parlementaires, les représentants élus démocratiquement par tout le monde, puissent donner les grandes orientations. Quelle est l'étendue des pouvoirs qu'on veut donner aux entreprises? Est-ce que si on a voté ici au Québec et au Canada un certain nombre de lois, par exemple, en matière environnementale, comme le principe du développement durable qui devrait accompagner toute initiative ici même au Québec, est-ce que ça tient encore ou non, devant les échanges entre entreprises, ça ne tient plus? Ça, on peut poser des conditions, mais pour qu'on puisse poser des conditions, il faut qu'il y ait un débat public et il n'y en a pas actuellement. Si vous permettez une petite... Canada, ça s'appelle Accord Canada-Union européenne. Dans la mesure où le Canada est un pays souverain, est-ce qu'il a besoin de consulter chacune des provinces chaque fois qu'il veut faire un accord à l'international? Ça ne va pas tout bloquer les possibilités de signature pour cet État-là? Dans ce cas-ci, par exemple, on sait que le Québec est représenté par M. Pierre-Marc Johnson. Il nous a dit qu'il y avait un groupe de 8 personnes. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un pouvoir d'influence sur les décisions, sur les négociations, un pouvoir d'influence. Quand les parlementaires de l'Assemblée nationale peuvent être vus comme des alliés du pouvoir qu'il a, petit pouvoir, mais pouvoir néanmoins d'influencer les négociations. En ce sens-là, c'est pas négligeable.